On est très content d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous parler des RPA communautaires, également de notre réseau. Je vais commencer par ça, vous introduire un peu sur ce qu'est le réseau québécois des OSBL d'habitation, puis un peu sur le logement social et communautaire pour que vous compreniez le contexte, parce qu'on vous parle de RPA communautaires, donc des RPA qui sont comme des RPA à but lucratif, mais qui sont à but non lucratif et qui ont des distinctions quand même intéressantes, mais aussi des enjeux, donc qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, le réseau québécois des OSBL d'habitation, c'est un réseau national qui regroupe tous les OSBLH au Québec ou à peu près. Donc, c'est 1250 organismes sans but lucratif qui offrent du logement. C'est à peu près 58 000 logements à travers le Québec. Puis nous, on regroupe les fédérations régionales, donc qui rendent là, les services aux différents membres. Et on fait surtout de la représentation publique, mais aussi au niveau juridique, donc pour essayer d'améliorer le quotidien de ces organismes-là, qui sont des organismes communautaires essentiellement, donc des regroupements qui se sont créés sur le terrain pour offrir du logement qui répond à des besoins particuliers. Donc, ce sont des initiatives citoyennes destinées à répondre aux besoins de logement, euh, généralement de personnes fragilisées et exclues, là, mais pas que. Donc, pour vous faire un peu le portrait de l'écosystème du logement social et communautaire pour ceux qui ne s'y connaîtraient pas, le logement social et communautaire se définit comme étant du logement donc public d'un côté, donc on a les HLM, puis là c'est très large la présentation que je vous en fais. On a donc le logement public d'un côté qui est représenté par les HLM, donc les offices d'habitation. Et on a également du logement communautaire, donc qui regroupe les OSBLH et les coopératives d'habitation. Euh, L'OSBLH se distingue notamment parce qu'il y a des locataires et des membres de la communauté qui sont impliqués dans ces projets-là. Et le financement est public et privé, donc programme de la Société d'habitation du Québec pour le financement, mais également de financement là, privé, donc des fondations ou des des recherches là, de financement par les groupes communautaires. Donc, ça vous fait le tour un peu largement, mais c'est quand même important de le comprendre. Les avantages, évidemment, je pense que tout le monde ici est au courant, mais c'est du logement communautaire, donc il y a une finalité sociale et non de profit. Euh, à cet effet-là, on a quand même du côté des OSBLH, on a quand même une certaine sécurité étant donné qu'il y a du financement gouvernemental qui est fait pour les bâtiments, qui oblige de préserver l'affectation sociale et communautaire des immeubles. Donc, si jamais il y avait une aliénation, une acquisition d'un OSBLH, la loi prévoit, là, c'est la loi sur les compagnies, troisième partie, qui prévoit qu'il doit avoir autorisation ministérielle express suivi d'un avis de notre milieu. Donc, idéalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de reprendre. Si jamais un organisme doit aliéner un immeuble, ben, on va essayer de le référer à un autre organisme pour essayer de le conserver comme outil là, ou comme lieu de logement communautaire. Donc, ça ressemble à ça. Donc, pour la société, c'est pertinent parce que ça reste collectif. Euh, pour les locataires, bien évidemment, c'est de l'accès au logement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en crise du logement. Euh, ça vient souvent avec des aides au paiement du loyer. Donc, c'est pour des locataires souvent qui ont des revenus faibles ou modestes. Et il y a également toute la gamme de services de besoins spécifiques. Donc, aujourd'hui, on vous parle des RPA, qui est un des types d'OSBLH qu'on représente, mais il y en a une très grande majorité qui sont des logements pour des familles, des personnes seules. Il y a des organismes de logement transitoire ou d'urgence, donc pour des cas d'itinérance, de l'hébergement de deuxième étape. On a tout un pan aussi qui est déficience physique et intellectuelle, troubles de l'autisme, TCC. Il y a du logement qui est offert pour des nouveaux arrivants. Et le logement qui est fait par des personnes autochtones et pour des personnes autochtones aussi, qui peut souvent se retrouver ou qui, dans certains cas, est du logement communautaire. Donc, c'est vraiment une très grande gamme d'organismes qu'on représente de tout type. Mais aujourd'hui, on va vous parler donc des RPA communautaires qui occupent beaucoup de notre temps, étant donné tous les enjeux que vous avez pu voir passer dans les dernières années. Donc, c'est de ça qu'on vous parle aujourd'hui, puis je vais laisser mon collègue Pierre-Luc vous présenter les RPA là, de son côté.
Merci Laura. Donc oui, je vais prendre la balle au bon. Je vais vous présenter un portrait un peu des RPA communautaires en particulier. Puis ensuite, je vais renvoyer le micro à Laura qui va vous présenter les enjeux. Donc moi, c'est vraiment surtout de vous offrir un portrait un peu de surface, mais quand même avec des éléments juridiques de ce qui est les RPA, mais aussi en particulier les RPA communautaires, là, puisque c'est le sujet précis. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a près de 1400 RPA qui sont actives au Québec actuellement, ou en tout cas, c'est le chiffre que vous avez pour l'année de recensement 2023-2024. Et ben, les 1400 RPA actifs, en fait, là, il y a près de, le chiffre estimé 135 000, là, je vais l'arrondir, résidents au sein de ces RPA-là. Et quand on regarde les RPA communautaires, en fait, ben, il y a 224 RPA communautaires, ce qui est 16 des RPA. C'est un chiffre relativement élevé. C'est un chiffre qui est plus élevé que la part du logement social et communautaire dans le marché locatif plus large. Donc, juste là, on peut dire que les OSBL-H sont très présents et occupent une place importante là, dans les RPA, dans le modèle de RPA au Québec. Il y a un bémol, ou en tout cas, il y a un autre fait à ajouter à ça, c'est le fait que si 16 des RPA sont des RPA communautaires, eh bien, un peu moins de 10 des unités se trouvent en RPA communautaire. Donc, déjà là, un peu, vous avez une inférence qui peut être faite, qui est juste, en fait, elle est fait que les RPA communautaires, de façon générale ou dans la moyenne, des choses sont plus petites. Souvent, on les trouve souvent en région rurale également, alors que les RPA privés ont une tendance, là, surtout dans les dernières années, à bâtir des plus gros projets, donc avoir beaucoup plus d'unités, ce qui explique la différence là, entre le 10 et le 16. D'ailleurs, sur cette question-là, je vous inviterai à consulter les travaux de l'IRIS, en particulier d'Anne Plourde, qui s'intéresse en particulier là, sur le parc de RPA, les propriétaires et certains constats sur la formule de propriétaire, si on veut, des RPA, qui est propre, ou en tout cas le portrait des propriétaires des RPA au Québec. Tiens. Prochaine diapo. J'ai réalisé que ma flèche ne fonctionne pas. Merci, Laura. Donc, qu'est-ce qu'une RPA ou quelle est la définition juridique de RPA? Eh bien, elle se trouve principalement dans la L4S, ou en tout cas, c'est le point d'entrée vraiment. Donc, à l'article que vous avez ici, l'article n'est pas complet, il y a d'autres alinéas qui sont inclus, mais vous avez la définition pertinente d'un point de vue juridique. Donc, on a souligné pour vous trois éléments. Je vais quand même prendre le temps de lire, là, mais évidemment, porter attention aux trois éléments soulignés. Donc, aux fins de la présente loi, est une résidence privée pour aînés, tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement n'est pas anodin, par des personnes âgées de 65 ans et plus, et où sont offerts par l'exploitant de la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes. Donc, ici, déjà dans l'article, vient identifier des catégories de services qui sont très importantes pour comprendre le règlement sur la RPA, mais aussi la structure réglementaire là, des RPA. Donc, il y a les services de repas, il y a les services d'assistance personnelle, il y a les soins infirmiers, les services d'aide domestique, les services de sécurité et les services de loisirs également. Le règlement vient définir de façon un peu plus pointue ce qu'on entend là, par ces différentes catégories de services. Donc, immeuble d'habitation collective, ça renvoie essentiellement au fait que c'est un projet multirésidentiel. J'en discutais, je faisais la remarque à Laura plus tôt aujourd'hui, que pour nous, en fait, dans le logement social et communautaire, lorsqu'on rencontre cette expression-là, habitation collective, c'est souvent référentiel au logement communautaire, mais ici, c'est pas, bien sûr, l'interprétation de l'article ne dit pas que les RPA sont exclusivement communautaires, c'est vraiment juste pour signifier que c'est un projet multirésidentiel. Il y a également un âge, donc des personnes âgées de 65 ans et plus, donc un âge biologique fixe qui est indiqué, mais il est quand même nuancé par le terme qui lui précède, là, principalement. La part la plus importante, c'est définitivement les services. C'est les services qui vraiment définissent les catégories de RPA et quelle norme va s'appliquer à la RPA en particulier. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui se sont dit oui, la L4S, d'accord, mais il y a le PL15 là, qu'on ne peut pas ignorer, tellement il est gros.
Donc, il y a essentiellement un copier-coller de l'article de la LCATES qui se trouve dans le PL15. Ce n'est pas un copier-coller qui est textuel. Excusez-moi, je suis dérangé par des mouches, puis vous ne les voyez pas à l'écran. Donc, essentiellement, la définition est similaire, mais la différence ou ce qui nous est le plus important comme changement apporté par le PL15, c'est l'orientation vers un régime d'autorisation. Donc, actuellement, les RPA, c'est un certificat qui est obtenu, qui leur permet d'exploiter, c'est le terme employé, la RPA. Et bien, ici, vous avez l'article 557, donc une autorisation de Santé Québec permettant à l'exploitant d'une résidence privée pour aînés est requise pour exploiter une entreprise qui consiste à offrir, et là, c'est ici que vous avez le vocabulaire qui est employé précédemment, dans tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective, la location de chambres de logement à une clientèle principalement composée de personnes âgées de 65 ans et plus, en plus d'offrir aux locataires différents services dont le coût est inclus dans le loyer ou autrement à leur charge, compris dans au moins les deux catégories suivantes, les catégories de services. Donc, on va regarder un peu plus près les catégories de services. Si je ne me trompe pas, que c'est la prochaine diapositive, puis il y en a peut-être une autre entre les deux. Oui. Ça s'en vient. Donc, l'offre de service. Donc, les catégories de RPA sont définies par l'offre de service. Euh, mais, comme vous le voyez ici dans la diapositive, très souvent, on va employer le langage suivant pour différencier les catégories. On va parler du degré d'autonomie des locataires ou des personnes concernées. Donc, catégorie 1, ce sont des personnes âgées autonomes et c'est des RPA à but non lucratif. Donc, c'est une catégorie qui a été créée aux dernières modifications qui reconnaît en quelque sorte la particularité des RPA communautaires suffisamment pour les inclure ou avoir cette reconnaissance-là au niveau des catégories. Catégorie 2, c'est la même chose, mais RPA à but lucratif. Catégorie 3, ce sont des personnes âgées semi-autonomes, donc l'offre de service est plus élevée. Et catégorie 4, personnes âgées en perte d'autonomie fonctionnelle, physique ou cognitive, modérée à sévère. Donc là, encore une fois, l'offre de service est plus élevée que les trois catégories qui précèdent. Ce que vous avez au niveau de la catégorie de RPA détermine les critères socio-sanitaires et les normes d'exploitation. En fait, ces deux catégories-là, c'est des catégories qui se retrouvent au règlement. Donc, si vous allez regarder le règlement, vous allez voir que l'ensemble des normes, en fait, qui s'appliquent au RPA, sont divisées dans ces deux catégories-là. Au sein du tout à fait trouver l'explication ou la justification de cette distinction-là. Donc, c'est ça, mais c'est quand même important de savoir qu'essentiellement, les normes ont été pensées dans ces deux blocs-là. Un bloc de normes nommé les critères socio-sanitaires et un bloc de normes nommé les normes d'exploitation. Donc, les catégories de RPA, le tableau que vous avez ici, c'est un tableau qui est tiré du manuel d'application du règlement sur la certification des RPA. C'est une publication du ministère de la Santé qui est assez longue. Elle est plus longue que le règlement, mais à tout le moins, à mon appréciation, elle fait un très bon travail d'interpréter ou rendre plus accessible le règlement. Donc, c'est un tableau qui se trouve dans ce manuel. Et c'est une tentative, si je peux dire, de rendre plus accessible qu'est-ce qui compose ou c'est quoi les critères ou les conditions qui forment les catégories. Donc, essentiellement, catégorie 1 et 2, ben, il doit y avoir deux services qui sont compris parmi certaines catégories de services. Donc, il y a des catégories de services qui sont exclues des services qui peuvent être offerts. C'est la colonne que vous avez en rouge. Essentiellement, c'est des services qui se retrouvent dans les catégories 3 et 4. Donc, quand on dit que ce sont des services qui ne peuvent pas être offerts dans ces catégories-là, c'est plutôt que si elles étaient offertes, ce ne serait plus une catégorie 1 ou une catégorie 2, mais une catégorie 3 ou une catégorie 4, selon les services qui sont offerts. Donc, catégorie 1, les RPA communautaires pour la clientèle autonome. Il y a une obligation d'offrir des services de sécurité. Et ensuite, il y a une obligation d'offrir un autre type de service, mais ça peut être les repas, l'aide domestique ou les loisirs. Catégorie 2, c'est la même chose, mais c'est la RPA lucratif, donc on ne traite pas de ça aujourd'hui. Catégorie 3, catégorie 3 et 4, là, soit dit en passant, il n'y a pas de distinction au niveau de la finalité de la RPA. Là. Il n'y a pas de distinction entre RPA à but non lucratif et un RPA à but lucratif.
Donc, dans une catégorie 3, obligatoirement, il doit y avoir des services de sécurité, des services de loisirs, ainsi que soit de l'assistance personnelle et ou des soins infirmiers. Donc, ça doit être également présent. Ces RP-là peuvent également offrir optionnellement d'autres services là, qui se trouvent dans la colonne verte. Et la catégorie 4, obligatoirement des services de sécurité, des services de loisirs, des services d'assistance personnelle, ainsi que des soins infirmiers. Donc, assez évident qu'une catégorie 1 ne pourrait pas offrir de soins infirmiers, de services de soins infirmiers. Et quand on dit que c'est l'offre de services qui détermine la catégorie de la RPA, c'est très juridique comme déclaration. C'est-à-dire que c'est vraiment les services que la RPA va offrir au bail, dans les autres annexes, au bail, aux locataires. C'est ça qui va venir déterminer la catégorie. Et ça peut sembler simple, mais en fait, pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'une RPA, par exemple, pourrait prévoir certains services dans son offre, donc au bail, qui sont conclus là, contractuellement avec le locataire. Mais, par exemple, louer un espace dans la RPA à des services de soins infirmiers, mais pour lesquels la RPA ne s'engage pas à offrir les services aux locataires. Donc, c'est possible d'avoir une catégorie 1 où il y a des soins infirmiers essentiellement. C'est simplement que d'un point de vue juridique, ce n'est pas la RPA qui les assume. Donc, quand même particularité juridique qui est intéressante. Merci, Laura. Donc, donc la RPA, l'offre de logement, donc on l'a vu, c'est un immeuble d'habitation collective. C'est un bail de logement entre le RPA et le locataire. Toutefois, outre tous les, tout ce qui a trait au TAL, en fait, et au bail de logement résidentiel, c'est applicable, bien sûr, mais il y a également une couche supplémentaire que vient ajouter le règlement sur la certification des RPA en ce qui a trait au baux, ou si on veut considérer les normes juridiques entourant le bail, particulièrement en milieu de RPA ou au sein d'une RPA. Donc, il y a une annexe au bail pour les services qui se rattachent à la personne. Également, il y a une obligation d'avoir un code d'éthique et celui-là doit être communiqué là, ou divulgué aux locataires à la signature du bail, notamment. Et puisque ce sont des baux résidentiels, ben, le TAL a compétence exclusive pour tout enjeu se rapportant au baux. Donc, la RPA, un milieu de vie sécuritaire. Donc, vous avez le nom, là, le titre du règlement ici. Donc, c'est une exploitation conditionnelle à l'obtention d'une attestation temporaire et d'un certificat de conformité attestant que la RPA remplit les critères socio-sanitaires. Et ici, je dois dire peut-être que le règlement est obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas développer un projet, par exemple, multirésidentiel qui répond aux critères du règlement et ne pas de faire une demande de certificat de conformité, par exemple. Ce n'est pas possible. Le règlement est obligatoire. Quels sont les objectifs du règlement? Question très importante, particulièrement lorsqu'on s'intéresse un peu à l'approche de politique publique ou peut-être plus un angle sociologique ou peu importe, à la question des aînés ou de la protection des aînés. Donc, les objectifs du règlement sont explicites. Donc, c'est d'assurer aux résidents leur sécurité physique, leur sécurité financière, la sécurité des soins et services qui sont dispensés dans le milieu de vie, la qualité de l'offre des services et la qualité du milieu de vie. Donc, les normes. Souvent, ce que les gens veulent discuter en particulier, ce sont les normes spécifiques qui se retrouvent au règlement. Je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est pas le but, on n'a pas tout à fait le temps pour ça, c'est assez complexe, mais vous avez quand même un aperçu, je dirais, assez complet des normes qu'on retrouve au règlement. Donc, il y a l'obligation pour les RPA d'aller chercher une assurance responsabilité. Il y a l'obligation d'avoir un code d'éthique. Il y a aussi plusieurs obligations en ce qui a trait à diverses procédures qui doivent être mises en place au sein du milieu de vie, qui sont nommées, qui sont explicitées. Il y a également une obligation de maintenir des dossiers individuels à la fois pour les résidents, les résidentes et le personnel. Il y a des obligations en ce qui a trait à la formation du personnel et les obligations de formation vont varier selon les fonctions de la personne membre du personnel. Donc, par exemple, il y a des obligations de formation en matière d'incendie,
en matière de surveillance également, puisqu'il y a des obligations de surveillance au sein des RPA, et également pour les préposés aux bénéficiaires. Il y a également une obligation de sensibiliser et d'outiller le personnel sur les risques de chute. Donc, c'est vraiment des obligations positives là, qui incombent au RPA, juste pour être très clair. Également, une obligation de contrôler la sous-traitance. Donc, s'il y a recours à la sous-traitance, ben, la RPA a une responsabilité explicite d'effectuer certains contrôles. C'est surtout une obligation de moyens, là, dans le fond, par rapport à la qualité des services qui va être donné ou peu importe sur quoi porte le contrat de sous-traitance. Donc, le règlement vient dire au RPA essentiellement qu'ils ont encore une responsabilité, même lorsqu'il y a sous-traitance. Il y a également l'obligation d'avoir un dispositif fixe ou mobile d'appel à l'aide. J'aimerais faire le commentaire que, à moins de me tromper, mais je suis assez certain, c'est la seule norme au règlement où le locataire ou la locataire peut, par son consentement, libérer la RPA de l'obligation. C'est une façon, c'est la seule itération, c'est la seule occasion où le locataire peut dire je n'ai pas besoin de ce service-là pour atteindre les objectifs visés par le règlement, dont on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas d'autres itérations de ce mécanisme-là, si je peux dire, ce qui est quelque chose qu'on envisage comme suggestion, recommandation là, dans les modifications à venir au règlement. Donc, mécanisme assez intéressant, je pense, qui mérite de l'attention parce qu'il ne se retrouve pas pour les autres normes. Le seuil minimal de surveillance, donc c'est une norme qui cause beaucoup de défis au RPA communautaire. Donc, dépendamment de la catégorie, mais aussi le nombre d'unités, dépendamment les heures de la journée également, les obligations en matière de surveillance varient, ou le seuil minimal, ce qu'on appelle le seuil minimal de surveillance varie en fonction de toutes ces variables. Il y a également une obligation, dans certaines conditions, de prévoir un mécanisme d'anti-errance. Donc, je l'ai indiqué ici, là, donc c'est pour les catégories 2, 3 et 4, lorsqu'un résident est à risque ou susceptible de devenir à risque d'errance. Il y a également une obligation d'avoir un plan incendie et l'obligation de gicler, évidemment, qui est très connue, là, qui fait beaucoup les manchettes depuis plusieurs années. Et il y a également une obligation de mettre à jour annuellement divers documents, notamment le guide d'accueil et le guide d'intégration du personnel et le plan d'incendie. Donc, le guide d'accueil et le guide d'intégration, c'est une des procédures diverses que les RPA ont l'obligation de mettre en place. Donc, vous voyez quand même qu'il y a je veux juste soulever un point, là, je pense que Laura va commenter ou traiter de ça plus tard, mais il y a quand même beaucoup de charges administratives, si je peux dire, en termes de toutes les formations, les documents à préparer, à réviser à chaque année, puis s'assurer de leur implantation aussi, de leur mise en œuvre. Donc, il n'y a pas simplement l'obligation d'avoir en place des documents ou des procédures, il y a aussi une obligation de présenter ces documents-là de façon complète, si je peux dire, avec le personnel. Donc, s'il y a un roulement de personnel, l'obligation tient. Donc, c'est une charge administrative qui est non négligeable. Je pense que j'ai fini pour mes commentaires sur les normes en rafale. Merci. Voilà. Donc, en résumé, une RPA, de façon générale, non spécifique au RPA communautaire, une RPA, ça offre du logement pour les personnes âgées de 65 ans et plus. C'est une offre de service également, donc ce n'est pas seulement une offre de logement. La distinction qu'on fait un peu sévère entre le logement, l'habitation et la santé et les services sociaux, bien ici, on voit que ce n'est pas une distinction qu'il faut garder noir et blanc à toute situation ou sur tout sujet là, de recherche ou de réflexion. C'est un milieu de vie qui offre des normes de sécurité également et qui vient avec un régime de certification, possiblement un régime d'autorisation avec des distinctions qui sont à définir, dont on ne connaît pas pour l'instant la teneur. Et la RPA communautaire, eh bien, c'est tout cela, ce sont tous ces éléments, mais de surcroît, c'est à moindre coût et c'est adapté. Et je dirais que vraiment, ce qui est le plus important, c'est que ça vient répondre aux besoins les plus criants de la population. Donc, vraiment les personnes avec les personnes et ménages à faible ou modeste revenu. Et adapté, en fait, ça renvoie au fait que
puisque ce sont des projets communautaires, ce sont des projets qui ont cherché à répondre à un besoin. Ce sont des projets qui ont émané de la localité des besoins. Et de ce fait, bien, il y a très souvent une adaptation. Tous les groupes ont un peu leurs particularités ou des choses qui les rendent uniques. Et ça, c'est du fait que c'est un modèle qui s'adapte, en fait, à la complexité des besoins auxquels ils cherchent à répondre. Et les RPA communautaires, j'ai fait le commentaire au début, on les retrouve beaucoup en région et sont majoritairement de petite et de moyenne taille. Là. Il n'y en a pas de taille faramineuse. Fait que ça clôt ma section. Donc, merci de votre écoute. Je t'envoie la parole à Laura. Merci, Pierre-Luc. Oui, ben c'est ça. Donc, c'est un très beau tour de piste de Pierre-Luc. Ça vous explique bien là, ce qu'est une RPA et une RPA communautaire au surplus. Mais évidemment, c'est ça, vous l'avez vu, si vous êtes intéressé par les enjeux qui concernent les personnes aînées, vous avez vu qu'il y a des enjeux de politique publique puis des enjeux beaucoup plus larges qui mettent en péril la pérennité, la viabilité des RPA, comme tout autre milieu de vie pour aînés, là, ça, je crois, assez indiscutable. Euh, le contexte, vous le connaissez, vieillissement de la population. Ensuite, je vais aborder la collaboration avec le réseau public pour nos membres RPA, les normes du règlement sur la certification, donc qu'on a abordé, mais qui prennent une ampleur très importante et qui mettent aussi en péril les RPA et la pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, il y a beaucoup plus d'enjeux, de micro-enjeux, mais c'est, je vous dirais, un portrait assez général de ce qui nous inquiète sur le terrain par rapport à la viabilité puis à la rencontre de ces missions-là aussi, parce que, ben, veux pas, c'est les aînés là, qui sont, qui se voient découragés dans des cas de fermeture. Euh, je voulais aussi peut-être vous référer, là, ou en fait vous mentionner qu'il y a un rapport qui a été fait, je crois même que ça a été l'objet d'une présentation ici dans la dernière année de Maître Bourassa Forcier sur les RPA avec le Cyrano. Et ce rapport-là est très complet, très bon rapport. Il aborde également les OSBL. Donc, si vous cherchez plus d'informations après cette conférence-là, je vous réfère vraiment, c'est un super bon document qui présente bien la situation en détail. Euh, excusez-moi. Donc, oui, une crise annoncée. Donc, je reviens sur l'enjeu du vieillissement de la population. Euh, je crois que personne ne peut ignorer qu'on est face à un tsunami. Euh, on sera à 1,48 million de personnes âgées de 75 ans et plus en 2040, une augmentation de 79% par rapport à maintenant. C'est énorme face à la difficulté qu'a le réseau public à répondre aux besoins et également aux enjeux démographiques que le Québec connaît. Euh, je vous parlais d'études juste avant. La chaire de recherche Jacques Parizeau a également sorti des articles là, puis un rapport intéressant sur l'horizon 2040 par rapport au soutien communautaire, pardon. Le plus récent là, date d'avril 2024. Puis ce qu'on constate, c'est que le statu quo n'est pas une option viable. Là, c'est sûr que c'est un rapport qui parlait de soutien à domicile, CHSLD et compagnie. Par contre, les RPA se retrouvent aussi dans cet engrenage-là, considérant que c'est du domicile et qu'il y a une offre de soutien à domicile partielle ou complète dans certains cas. Donc, c'est des milieux de vie qui préservent l'autonomie des personnes, donc comme du logement, mais qui offrent des services supplémentaires pour préserver cette autonomie-là qui sont à risque de fermeture partout au Québec. Euh, au niveau des OSBL, ben, vous avez vu là, les statistiques, il y en a beaucoup moins de RPA OSBL là, dans tout l'écosystème, mais on a quand même eu on a quand même une dizaine ou une douzaine de fermetures là, dans les dernières années. Ce qui est plutôt criant, c'est que ce sont des petites RPA ou des moyennes RPA qui se retrouvent en région. Donc, c'est des milieux qui ne sont pas que du logement, c'est aussi
ça s'inscrit dans un milieu de vie plus large. Donc, la communauté est très importante et ce sont donc des organismes qui, malheureusement, en ont trop sur les épaules pour les différentes raisons que je vais vous exposer, qui se voient forcés, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons de fatigue, à fermer ces RPA-là. Et les aînés se retrouvent donc, ben, pas à la rue, là, ça c'est une notion importante, une nuance importante, là, mais euh, les RPA communautaires, en comparaison aux RPA à but lucratif, pour la plupart, se décertifient. Ce qui est aussi assez annonciateur, c'est-à-dire que plutôt que de fermer, l'organisme va retirer un service pour ne plus être couvert ou obligé par la certification, pour assurer que ces années-là gardent leur logement. Je ne représente pas, on ne représente aucun organisme RPA à but lucratif, donc je ne peux pas parler pour eux, mais on en a vu beaucoup dans les médias qui ferment tout simplement, qui deviennent du logement, mais qui n'ont pas la même sécurité là, qui est offerte aux aînés de pouvoir rester dans leur logement. Dans le cas des RPA ou SBL, quand il y a une fermeture, ça reste du logement social et communautaire, donc ça reste du logement à moindre coût qui permet quand même de préserver un peu là, ces milieux-là, mais c'est quand même, selon nous, dramatique que les RPA soient forcés de fermer euh, face à une situation aussi problématique que celle du vieillissement de la population sans soutien à domicile. Euh, Évidemment, crise du logement, tout ça est interconnecté. Euh, donc, c'est ce qui nous fait dire sans questionnement qu'on est dans une crise des milieux de vie pour aînés. Donc, un des enjeux, la collaboration avec le réseau public, je vous dirais que ce n'est pas l'enjeu le plus préoccupant. Je crois que ça affecte davantage les gestionnaires des RPA sur le terrain. Il y a des CCCIUS avec qui, puis des gens dans le réseau public avec qui ça va super bien, mais il y a une incompréhension parfois des rôles de chacun. C'est bien indiqué là, dans le manuel d'application et guide de vérification que les RPA et le réseau public et les établissements, en fait, sont appelés à collaborer dans le meilleur intérêt de la personne aînée. Donc, c'est une relation de collaboration mutuelle. Évidemment, le système de la santé est une grosse machine, donc ça ne fonctionne pas toujours bien. Il y a des RPA qui déplorent d'être euh, un petit peu trop de perfectionnisme ou un peu trop de sévérité dans l'application de certaines règles sans prendre en compte la réalité des organismes. Donc, les organismes opèrent avec des loyers très bas et doivent garder ces loyers bas-là, sinon ils ne répondront plus à leur mission, puis les aînés sans revenus ou à très faible revenu n'auront plus de logement. Donc, ce sont des situations où on espérerait une meilleure collaboration entre les acteurs du réseau. Euh, et également, ben, ça, c'est un aspect qui, je crois, sera très difficile à surmonter, mais les dépassements de services. Vous avez vu les catégories. C'est certain qu'en catégorie 1, ce qui est la majorité des RPA ou SBL, euh, ben, quand une personne aînée commence à perdre en autonomie, il y a des processus qui sont censés s'enclencher avec les établissements pour faire un transfert de ces personnes-là qui ne répondent plus dont les besoins ne répondent plus dont les services ne répondent plus aux besoins. Donc, pour des questions de sécurité, de responsabilité et compagnie. Mais la situation étant telle qu'elle est, il y a un dépassement partout, en fait. Donc, il y a une difficulté à transférer en RI, en CHSLD. Il n'y a pas d'autres logements. Il y a de la difficulté à obtenir du soutien soutien à domicile. Et ça, ben, c'est souvent dans des régions éloignées. Donc, c'est des personnes aînées qui euh, soit vont rester trop longtemps dans des catégories 1, et dont les gestionnaires et les bénévoles vont devoir prendre charge parce qu'ils les laisseront pas, ils ne vont pas les abandonner, c'est évident. Euh, Soit ces personnes-là sont renvoyées plus loin, donc de leur milieu, puis au final, on perd un peu là, cette notion, cette valeur-là d'un logement communautaire, puis d'un espace communautaire là, de vie. Euh, donc, incompréhension des rôles, mais je dois dire quand même que c'est très inégal. Il y a des CCCIUS qui font leur travail de manière merveilleuse. Il y en a d'autres
tout le monde fait leur travail de manière merveilleuse, mais il y en a d'autres avec qui c'est plus complexe au jour le jour pour les organismes. Les normes de certification, euh, très gros morceau, probablement la question la plus intéressante de tout ce qui concerne les RPA et l'hécatombe des RPA en ce moment. Euh, il y a une densification réglementaire qui s'est créée avec le temps, inévitablement. Donc, les moutures du règlement 2013, 2018, 2022. Euh, Tantôt, Pierre-Luc a mentionné les gicleurs, donc qui ont découlé de la tragédie de l'île verte, qui est devenue en 2014, si je ne me trompe pas, une obligation au RPA de tout se gicler. Euh, Se gicler, ça coûte extrêmement cher. Et vous l'aurez compris, nos RPA communautaires offrent du logement, du loyer modique. Donc, les loyers sont pas hauts, puis on essaye de faire le plus possible avec le moins de sous possible. Par contre, la lourdeur administrative, pas administrative, mais réglementaire qui s'impose depuis des années, vient créer un enjeu là, de viabilité financière pour ces RPA-là qui ne peuvent pas augmenter les loyers comme ils le devraient pour répondre à la réglementation. Donc, le résultat, c'est que, puis c'est la même chose pour les RPA à but lucratif, là, l'installation de gicleurs devient quasi impossible pour certaines RPA. Ça menace leur viabilité. Il y a des RPA qui ferment et l'obligation de se gicler, finalement, est repoussée d'année en année avec des programmes de financement pour aider les RPA à se gicler. Donc, c'est une question très, très intéressante que la société peut se poser sur la notion du risque d'abord, mais aussi sur la notion de priorité qu'on a. Donc, vous l'avez vu, le but de la réglementation puis d'une RPA, c'est entre autres vraiment important la sécurité des personnes. Mais est-ce qu'on garde encore, est-ce qu'on met pas plutôt en péril ces personnes-là en imposant des règles qui peuvent faire fermer les ressources tu sais, on est en crise du logement, là. Donc, donc on demande essentiellement à des OSBL qui offrent du logement et des services de répondre à des attentes très strictes pour la sécurité des aînés qui finalement mènent à ce que ces OSBL-là ou ces organismes-là ferment, faute de sous pour le faire, et donc à des aînés qui se retrouvent sans la RPA, sans la certification. Donc, on désavoue d'une certaine manière la réglementation en faisant les choses de cette manière-là. Vous comprendrez que je suis sévère, mais cette règle-là pour les RPA communautaires est très problématique. Il y a des RPA communautaires en région rurale qui sont même pas connectés là, aux aqueducs. Donc, c'est des gros travaux, du temps, de l'argent, de la lourdeur administrative que les petites RPA n'ont pas nécessairement. Des fois, c'est des RPA de 20-30 personnes dirigées par des bénévoles puis du monde de la communauté qui n'ont pas de formation en gestion nécessairement, donc qui se retrouvent avec plein de normes qui s'accumulent, des protocoles. Donc, c'est beaucoup au niveau financier, puis c'est beaucoup au niveau humain. Donc, ça peut expliquer certaines fermetures ou décertifications. Ça explique aussi la limitation des OSBL, des RPA OSBL aux catégories 1 parce que c'est moins prenant, quoiqu'on en a aussi des catégories 3 et 4 qui sont très nécessaires d'ailleurs. La pénurie de main-d'œuvre, ben, si vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, pour les RPA qui sont en région, c'est encore plus difficile. Euh, il y a des programmes de financement qui sont quand même offerts par le gouvernement, puis ça, tu sais, je ne l'ai pas mentionné, mais pour tout ce que j'ai mentionné, il y a quand même des programmes qui viennent soutenir les RPA, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Euh, donc, en région rurale, entre autres, on a des problèmes avec la question des cuisines. Tu sais, les régions Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, la Madeleine, Saguenay, Lac-Saint-Jean, euh, Côte-Nord, c'est toutes des régions où c'est des petites RPA un peu isolées qui auraient besoin de ressources humaines qui n'existent pas ou peu pour répondre aux besoins. Donc, ça peut aussi expliquer des désertifications dans ce cas-là. Évidemment, ben, c'est très difficile de rester compétitif avec le réseau de la santé. C'est complexe pour les RPA de préserver ou de conserver leurs employés.
qui sont évidemment plus intéressés, dans certains cas, à aller pour le réseau public, là, vu les salaires. C'est tout à fait logique de faire ça comme ça. Évidemment, il y a des solutions qui ont été mises en place, comme la collaboration avec les entreprises d'économie sociale en aide à domicile, donc particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc des organismes d'économie sociale qui offrent, qui viennent pallier à certains enjeux. Donc ça, c'est intéressant. On essaie aussi de diriger les RPA vers d'autres organismes communautaires pour qu'il y ait une sorte d'entraide et de mutualisation là, des services pour assurer la viabilité des milieux. Quelques solutions, je les mentionnais. Donc, ben, c'est sûr, allègement réglementaire. Nous, on est toujours là-dessus. Il existe des allègements réglementaires déjà pour les OSBL dans le règlement sur la certification. Par contre, c'est pas suffisant. Donc, on est en collaboration, évidemment, avec le M3S là-dessus. Puis ça, on en est très content parce que c'est une belle collaboration, une belle compréhension des enjeux quand même. Évidemment, la gestion du risque, ben ça, c'est une question sociale. C'est une question qui doit être posée et qu'on entend peu. On la voit revenir dans les médias avec la question des gicleurs de manière assez constante, mais malheureusement, ça fait assez mal. Euh, c'est sûr que ben, on ne représente pas juste des RPA, mais pour nous, des programmes de financement qui priorisent le logement communautaire, ça aiderait une meilleure souplesse pour la mixité intergénérationnelle. Ça, c'est un enjeu qu'on observe. C'est en fait une idée qu'on observe de plus en plus parce que, ben, veux pas, il y a un vieillissement de la population, mais il y a quand même une mixité là, dans les milieux moins populeux qui serait très intéressante, aussi avec les employés. Donc, bref, là-dessus, il y a des belles avenues. Puis évidemment, ben, coordination entre le ministère de l'Habitation et le ministère de la Santé. Selon nous, c'est une lacune quand même sur laquelle ben, il y a des solutions qui ont été amenées, mais c'est vraiment un angle mort pour le développement de RPA communautaire. Et c'est désolant, mais je veux dire, on est positif de l'avenir là, par rapport à ça. Ça réglerait probablement bien des enjeux, puis ça aiderait d'être capable de développer des RPA ou même de reprendre des RPA à but lucratif qui ferment pour les transformer en logements, en RPA communautaire. Il y a plein de belles solutions là, qu'on a dans notre chapeau puis qu'on pourrait mettre en œuvre là, pour les aînés. Puis, ben, face à tout ça, je le mentionne parce que ça vient juste d'arriver, mais il y a eu une alliance qui a été faite dont on est membre, donc l'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés, qui a été annoncée la semaine dernière. C'est une alliance qui se veut une option de collaboration entre les acteurs des milieux de vie. Donc, c'est important qu'on y participe. Ce qu'on recherche, c'est une vision à long terme, donc de l'État, un plan, tu sais, un plan sur 10 ans. C'est beaucoup demandé peut-être, mais ça serait très bon, considérant les prévisions démographiques. En fait, ça aurait peut-être dû être fait bien avant. Des partenariats renforcés, une meilleure transparence, un financement adéquat selon les besoins, des allègements administratifs et réglementaires, euh, et une meilleure équité. Donc, entre les régions, il y a des enjeux qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas toujours compris non plus de la même façon. Et vous aurez donc compris là, avec les signes sur le côté, c'est pas que des RPA, là. On a les RPA à but lucratif, mais il y a aussi les CHSLD, les ressources intermédiaires. Donc, on est à un stade où la situation est suffisamment grave pour du côté des milieux de vie pour aînés, qui nous oblige en fait à s'allier tous les acteurs du milieu pour demander des solutions, puis offrir des solutions aussi. Donc, ça, c'est une belle table de travail là, qui s'en vient entre nous tous.